Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de la saison du Magasos. Comme vous le savez, chaque mois, durant 1 heure, nous tentons de mieux comprendre le rôle et l'action d'une association chrétienne. Aujourd'hui, pour lancer la nouvelle saison, la rédaction a décidé de donner un coup de projecteur sur une association peut-être méconnue, mais formidablement utile. Il s'agit de l'œuvre des campagnes. Alors, avant de partir à la découverte de l'œuvre des campagnes, laissez-moi vous présenter nos 3 invités qui nous font la gentillesse de nous accompagner durant cette émission. J'accueille sur le plateau Massabielle Douins. Bonjour, vous êtes délégué de l'association pour le diocèse de Tours. J'accueille également le père André Lavolée. Bonjour mon père, vous êtes donc conseiller ecclésiastique pour le diocèse de Meaux en Seine-et-Marne. Et enfin, j'accueille Jacques Richer. Bonjour monsieur Richer. Vous êtes aussi délégué pour le diocèse de Meaux et vous travaillez donc en binôme avec le père Lavolée. Absolument. Alors, pour commencer tout de suite cette émission, je vais me retourner vers vous, Massabielle Douins. Une question peut-être très simple, très primaire. L'œuvre des campagnes, c'est quoi? L'œuvre des campagnes, c'est une œuvre qui a maintenant 150 ans, cette année précisément, et dont le but essentiel est l'assistance, je dirais, matérielle aux curés de campagne, dans les paroisses totalement rurales. C'est donc, si vous voulez, nous avons à chercher les besoins et à essayer de les satisfaire. D'y répondre. Alors j'aimerais peut-être revenir un petit peu brièvement sur l'histoire de l'association. Une association, comme vous le disiez, qui a eu 150 ans cette année, donc c'est historiquement. Alors historiquement, on pourrait dire qu'il s'agit d'assurer le maintien du catholicisme dans les campagnes françaises. C'est un petit peu l'alliance du château et du presbytère. Oui, c'est tout à fait ça. On pourrait même dire du donjon et puis du clocher. Oui. Effectivement, l'œuvre des campagnes a son origine en 1857. C'est l'abbé Jean-Marie Vandel qui a fondé cette œuvre. Et cette œuvre a été fondée lors d'une convalescence qu'il était lors de cette convalescence, il était au château de la comtesse de la Roche-Jacquelin à Fleury-en-Bière. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, tout près de Fontainebleau. Et il a eu l'idée de créer cette œuvre. Il a circulé partout en France pour voir l'opportunité, le bien fondé de cette création. Il a rencontré d'ailleurs Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, qui l'a encouragé, qui lui a dit bien sûr qu'il fallait développer cette œuvre et qu'elle aurait beaucoup de succès. Le père Vandel s'est rapproché aussi des œuvres existantes à l'époque, qui venaient d'être créées, et je pense notamment à la confrérie de Saint-Vincent de Paul, créée par Frédéric Ozanam en 1833, et s'étant inspiré de différentes actions, il a mené à bien la création de cette œuvre. Alors, je vais me retourner vers vous, mon père. Comment se structure un petit peu l'association aujourd'hui? Comment est-ce que ça fonctionne? Si on pouvait dresser un petit peu une hiérarchie, voir comment ça fonctionne aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors, l'œuvre des campagnes se situe au niveau d'un diocèse. Donc, c'est un peu l'évêque qui lui-même se charge de demander à l'un des prêtres de pouvoir répondre aux différents besoins des prêtres qui peuvent être en difficulté. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu un prédécesseur. Le fait aussi que j'ai été vicaire général à un moment donné, ça m'a permis d'accepter la demande que l'évêque m'a formulée lorsque lui-même s'est trouvé en face d'un changement, parce que le prêtre qui s'en occupait lui-même a souhaité pouvoir avoir un successeur, et c'est comme ça que moi-même. Donc je réponds à la demande que parfois l'évêque me demande, ou bien le vicaire général, ou bien tel ou tel prêtre qui connaît mieux la situation que peut connaître un prêtre de campagne, un prêtre surtout chargé de paroisse rurale.
Donc le but du jeu, on résume, c'est d'aider financièrement les prêtres ruraux dans la difficulté. Il y a un petit peu un binôme qui fonctionne, c'est le délégué et le conseiller. Donc on a un délégué et un conseiller sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le rôle de chacun ? Comment s'articulent vos fonctions ? Comment ça se passe un petit peu sur le terrain concrètement ? Alors le conseiller lui-même est mis au courant de la situation d'un prêtre. Normalement, ce prêtre envoie une demande au conseiller. Le conseiller est un laïc, c'est ça ? Et le délégué, c'est un prêtre. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, oui. Le conseiller ecclésiastique et le prêtre et le délégué, c'est M. Richet et moi-même, chacun pour notre diocèse respectif. D'accord. Alors, quel est votre rôle à chacun sur le terrain, à vous ? Eh bien, notre rôle à nous, c'est d'aller à l'information ou de faire parvenir l'information, puisque c'est nous qui sommes en rapport avec je dirais Paris, c'est-à-dire la source financière. Paris étant... c'est-à-dire nous ne gérons, nous, les délégués, absolument pas d'argent. D'accord. Nous en donnons par l'intermédiaire de Paris. C'est Paris qui règle tout ça. Vous êtes l'intermédiaire entre le prêtre... Et nous, notre rôle, c'est de capter l'information, c'est-à-dire les besoins. Alors, nous, délégués, nous avons plusieurs moyen de capter cette information. C'est d'abord notre conseiller ecclésiastique qui, lui, est en contact avec les prêtres du diocèse, donc a forcément une position tout à fait favorable pour être tenu au courant. Et puis, il y a les propres méthodes d'information du délégué ou de la déléguée que je suis. C'est d'abord ma paroisse. Ma paroisse, vous savez maintenant que c'est une quinzaine de clochers. Tout à fait. C'est mes amis, et c'est là où le réseau personnel du délégué prend de l'importance. Voilà. Donc on a une amie qui vous téléphone un matin en disant il s'est passé telle chose, le père un tel est rentré dans le fossé, il a plus d'aile, ou alors on est très embêté parce que j'ai su par hasard que le père un tel avait une note de dentiste absolument faramineuse et pas de mutuelle. Enfin, vous voyez des choses de genre. Alors ça, c'est par réseau social, si vous voulez, mais à tous les niveaux. C'était au niveau aussi bien avec quelqu'un de mon village qu'avec une amie avec laquelle j'ai des relations plus personnelles, etc. C'est à tous les niveaux. Voilà. Alors, monsieur le délégué, c'est pareil pour vous. Comment ça se passe un petit peu concrètement sur le terrain ? Donc là, c'est l'exemple de la Seine-et-Marne. Oui, pour ma part, moi, je suis devenu délégué justement sur la proposition d'André Davollet. J'ai accepté effectivement avec enthousiasme. Ceci étant, j'ai la chance d'avoir le père André Davollet pour m'aider justement à connaître les besoins des prêtres. Bon, il côtoie peut-être de près un certain nombre de prêtres dans le diocèse et donc est parfaitement informé sur les besoins des uns et des autres. Et alors vous, concrètement, ensuite, vous sillonnez un petit peu le terrain ? Vous allez dans les différentes paroisses ? Je suis un jeune délégué de l'œuvre des campagnes. Je suis là depuis un an et demi. Et effectivement, c'est l'intention que j'ai d'aller vers les prêtres et de sillonner. Et aussi non seulement pour leur apporter peut-être un soutien financier, matériel, mais également un soutien moral. Car aussi, l'œuvre des campagnes a non seulement pour objet d'apporter un soutien, j'allais dire, financier, matériel, mais également un soutien moral. Il faut dire que les prêtres des campagnes sont quelquefois très éloignés d'activités, d'échanges, etc., et qu'il peut être opportun d'aller vers eux. C'est-à-dire que le rôle d'un conseiller ecclésiastique, c'est d'être à l'affût des besoins. Parce que vous avez des prêtres qui ne tiennent pas du tout à faire une demande et à pouvoir aussi faire admettre qu'ils sont en difficulté. Alors vous écoutez, vous êtes attentif, vous essayez de repérer. Et puis à ce moment-là, on lui dit, mais dis donc, tu sais, il y a l'œuvre des campagnes qui pourrait peut-être t'apporter une petite aide. On dit, tu crois que c'est nécessaire ? Mais bien sûr, ça serait... Oui. Il y a une certaine réticence. Alors à ce moment-là, j'interviens et je dis, tu sais, il y aurait peut-être nécessité d'obtenir pour tel ou tel prêtre qui a des soucis financiers, d'apporter une petite aide. C'est comme ça que ça se produit. Effectivement, un échange sur l'opportunité d'apporter cette aide. Et le père Davollet me communique une lettre pour confirmer ce besoin et je transmets une demande au siège de l'œuvre.
qui ensuite agit et me confirme par la suite la réalisation effective de l'opération. Il y a un don qui est fixé selon un petit peu les indications qu'on donne. Justement, ce travail d'équipe que vous menez tous les deux sur le terrain, on va le voir dans un reportage. Donc le binôme conseiller-délégué en action sur le terrain, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce reportage de Christophe Gosselin. Pas besoin d'aller loin des grandes villes pour découvrir la mission de l'œuvre des campagnes. Nous sommes ici à Us, petit village du Val d'Oise, à 50 km seulement de Paris. Et alors on peut regarder l'état de l'escalier. Le père Hugues de la Ville-Georges, à droite, est conseiller ecclésiastique pour l'œuvre des campagnes dans son diocèse. Et aujourd'hui, il rencontre son nouveau délégué, Jacques Demestre. C'est sur le chantier du presbytère qu'ils ont rendez-vous. Une première occasion pour le père Hugues de parler budget à son conseiller et d'envisager une demande d'aide financière à l'œuvre des campagnes. Et donc, une des choses pratiques qui se posent, c'est qu'il y a un téléphone qui est le téléphone actuellement du presbytère de Marines, qu'on aimerait basculer, transférer ici. Peut-être que c'est quelque chose où l'œuvre des campagnes peut nous aider, puisque c'est typiquement lié à la pastorale et à l'organisation pratique des choses. Après avoir fait un état des lieux, le père Hugues de la Ville-Georges soumet maintenant à Jacques l'étude de son premier dossier. Il s'agit d'un prêtre âgé qu'il faut aider en lui permettant de financer les réparations de sa voiture, un outil indispensable pour la mission en campagne. Je suis curé doyen dans le Vexin ici, avec 35 villages. Ça représente à peu près 1800-2000 km par mois. Rien que pour la vie paroissiale. Il y a un remboursement par kilomètre. C'est la paroisse qui, sur la déclaration du prêtre, rembourse de façon mensuelle. Mais pour le rural, étant donné que nous avons des zones plus importantes à couvrir, c'est pris en charge par le diocèse. Parce que les paroisses rurales n'ont pas les reins assez solides pour le prendre en charge. Voilà. Mais quand on change de voiture, ces frais kilométriques remboursent à peine le coût réel du kilomètre. Donc quand on change de voiture, il faut un apport plus important. Afin de mieux comprendre les besoins financiers des prêtres en zone rurale, le père Hugues conduit son nouveau délégué chez le père Léon Langlais, curé d'un village voisin. Là encore, il s'agit d'une voiture à réparer. C'est finalement le fait qu'on poursuive son ministère dans la campagne, étant donné que on ne peut pas faire le même volume de déplacement qu'on faisait avant, c'est que finalement, ce que l'on reçoit aujourd'hui n'arrive pas à compenser les frais engagés. Les paroisses et les diocèses ne pouvant assumer toutes les charges financières, l'œuvre des campagnes est devenue indispensable pour tous ces prêtres en activité ou à la retraite qui exercent leur ministère en zone rurale. Alors, je me retourne vers vous, Madame la déléguée, je vais vous appeler comme ça. Est-ce que c'est facile d'être à l'écoute des prêtres, de détecter leurs besoins? Comment ça se passe? C'est pas très facile, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut créer un réseau. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire une chose, c'est que cette connaissance que l'on peut donner aux prêtres de notre présence et de notre possibilité, ils peuvent aussi se la donner entre eux. Non seulement c'est nous qui allons vers eux, c'est le délégué ecclésiastique qui va vers eux et qui diffuse l'information à l'œuvre des campagnes, mais entre eux aussi, il existe un réseau où ils se le disent. Et c'est très important parce que ça simplifie les contacts. Parce que quand un prêtre apprend d'un autre prêtre qu'il a fait une demande à quelqu'un, c'est plus facile pour lui-même de faire cette demande parce que oui, j'imagine qu'il y a une certaine forme de pudeur. Il y a une forme, parce qu'en fait, on imagine peut-être mal un prêtre aller dire écoutez, je suis dans le besoin, pouvez-vous m'aider? Souvent, le prêtre, la réaction du prêtre, c'est de dire mais non, il y en a d'autres qui sont plus en nécessité que moi. Et par conséquent, à ce moment-là, il faut certainement lui dire, écoute, on va quand même faire une demande. Et puis, dans la mesure même où ça peut te rendre service, pourquoi pas? Alors c'est là qu'il faut essayer être convaincant. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous essayez de convaincre s'il y a une certaine forme de réticence de la part des prêtres? Je crois qu'il n'y a pas tellement de résistance. Il n'y a pas de résistance. Il faut simplement lui faire comprendre
que ce ne sera pas non plus de sa part, je dirais, comme une sorte de reconnaissance qu'il a vraiment besoin. Je trouve qu'il y a une simplicité de contact dans ce cadre de la demande, une simplicité de contact entre les prêtres et le délégué et le conseiller ecclésiastique. Il y a une modestie, parce qu'après tout, demander c'est souvent difficile. Il y a une modestie qui facilite vraiment les contacts. Vraiment. Alors comment s'articule, j'aimerais venir un petit peu sur le lien entre l'œuvre des campagnes et le diocèse. Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a une symbiose, comment ça s'articule? Peut-être que vous pouvez nous... En réalité, il y a nécessité de pouvoir découvrir que c'est une œuvre diocésaine, que l'évêque lui-même soutient. La preuve, c'est que lorsqu'on a fêté les 150 ans à Paris, l'évêque de Meaux était présent. C'était le cardinal Barbarin qui a célébré et notre évêque était là. C'est pour lui une nécessité aussi, surtout que dans notre diocèse de Meaux, il y a tout de même encore un certain nombre de prêtres qui sont affectés au monde rural et par conséquent, en fonction de ça, c'est vraiment pour l'évêque reconnaître que cette œuvre est nécessaire pour pouvoir un petit peu apporter de l'aide aux prêtres qui sont en difficulté. Oui, c'est vrai que nous avons eu le soutien de l'évêque de Meaux, monseigneur Pierre-Marie de Montléon, qui a participé... il y a un vrai appui de la part de l'évêque. Absolument. Qui a participé à la célébration qui a eu lieu le 2 septembre pour le diocèse de Meaux, justement à Fleury-en-Bière, le lieu tout est parti. Exactement. Oui. Et je peux dire que l'évêque s'implique et est attentif à l'œuvre des campagnes. Et au niveau national, il y a eu également cette commémoration qui a eu lieu à Saint-Sulpice avec son éminence le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Je pense que c'était le 11 octobre dernier. Donc il y a une messe importante pour célébrer la création des œuvres des campagnes. Non, je veux dire que les cardinaux et évêques sont tout à fait concernés. Nous avons eu une messe avec monseigneur Aubertin, qui est donc archevêque de Tours, et donc il y a une vraie complicité. Et 6 autres prêtres pour commémorer les 150 ans de l'œuvre des campagnes. C'est donc un accord. Les deux sont entrelacés et fonctionnent vraiment en symbiose. Et je crois que l'évêque il fait totalement confiance aux conseillers et aux délégués, en disant ça existe, c'est à vous à voir et à pouvoir répondre aux besoins qui se présentent. Et j'ajoute même que par l'intermédiaire de l'évêché, il y a une forme de don dont on n'a pas parlé là. On va y venir justement. On va y venir sur les dons. Juste avant peut-être de venir sur les dons, j'aimerais venir un petit peu sur la communication. Comment est-ce que les prêtres sont au courant de l'œuvre des campagnes? On l'a vu, c'est de prêtre à prêtre, le message passe. Et comment est-ce que le grand public, les gens qui veulent donner, peuvent être un petit peu au courant de l'association? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a des appels aux dons? Comment ça se passe? D'abord, il y a des petites fiches assez courtes que nous avons en assez grande quantité que nous pouvons déposer dans les églises. Ce qui est mon cas quand je vais dans une église qui n'est pas ma paroisse à moi, mais ma paroisse à moi, c'est déjà 15 ou 17 églises. Oui. Bon, mais il y a ça. Et comment est-ce que vous avez d'autres vous allez dans les les paroisses moi parce qu'en fait vous fonctionnez vraiment uniquement sur le don. Comment ça se passe? J'aimerais venir un petit peu sur l'aspect financier. Donc l'argent va directement au prêtre. Et comment est-ce que vous récoltez cet argent? D'où vient-il? Alors il y a aussi le fonctionnement national qui intervient et qui agit pour faire cette collecte des dons. Il existe un bulletin qui est diffusé bien sûr à tous les adhérents à l'association, et ils sont nombreux, et qui donne... Vous avez à peu près un chiffre en tête globalement qu'on se rende compte un petit peu sur le nombre de donataires? Oui. De donataires, on ne peut pas juger. Donataires, c'est compliqué. Moi, je peux vous parler si on prend l'exemple peut-être d'un diocèse. Précisément, je peux vous parler de mon diocèse. J'ai l'année 2007
j'ai donné, si vous voulez, donné, et je vous parlerai de la journée où je fais une journée particulière pour mes adhérents, pour pouvoir récolter des fonds. J'ai donné 14 900 euros l'année dernière. Et, mais ça, c'est la somme que vous avez reversée aux prêtres Non, c'est la somme que j'ai récoltée et que j'ai donnée à Paris. Hein. D'accord. Et de leur part, j'ai donc donné à peu près l'équivalent, à 1000 euros près, j'ai récupéré à peu près l'équivalent. Donc, si vous voulez, mais je ne sais pas si je suis représentative de l'ensemble des diocèses. Hein. Est-ce qu'on a une idée du je ne pense budget pas. Peut-être national de combien ça... Non. Si, je l'avais, mais je ne l'ai plus. Bon, écoutez, je l'avais là, mais je dois dire que je ne l'ai pas... Mais pour le diocèse de Meaux, il y a toute une liste de donateurs. Hein. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous faites, mais dans mon diocèse, je fais une journée. Une journée œuvre des campagnes. Donc, il y a des appels aux dons. Quelles sont les méthodes, entre guillemets, faites pour récolter de l'argent? Alors, j'ai une liste mon prédécesseur m'a donné une liste de 300 familles. Hein. En fait, non, il y en avait que 250, et puis on essaie d'étoffer, donc c'est une des moyens de communiquer dans les deux sens, communiquer financièrement, communiquer pour savoir quels sont les besoins. Donc moi, j'ai une liste de 300 familles que j'essaie de développer, et j'envoie une invitation à ces 300 familles une fois par an pour une journée œuvre des campagnes avec, en général c'est le dimanche, avec une messe. Monseigneur Aubertin jusqu'à présent a toujours eu l'amabilité de venir célébrer la messe en question. Et derrière ça, il y a une activité pour laquelle je demande évidemment une participation. Ça a été une mini pièce de théâtre, ça a été un tournoi de bridge, etc. D'accord, donc vous essayez d'organiser certains événements de manière à récolter des fonds. Voilà, je récolte des fonds là-dessus. Pour être précis sur les 14 900 dont je vous parlais, cette journée récolte à peu près 4 ou 5 000 euros. Et le reste... ce sont les personnes de cette liste qui envoient directement des dons à Paris dans un contexte de messe ou de dons purs et simples, sans motif particulier. D'accord. Voilà. Alors j'aimerais venir maintenant peut-être au cœur du sujet et au but de l'œuvre des campagnes, c'est-à-dire aider les prêtres ruraux en difficulté. Vous qui êtes régulièrement sur le terrain, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les prêtres? Qu'est-ce qu'ils vous demandent prioritairement ou qu'est-ce que vous détectez chez eux? Quels sont les principaux postes de dépenses pour eux? Disons que l'aide peut se présenter de différentes façons. Effectivement, il peut y avoir besoin d'un secours ponctuel pour répondre à des difficultés un peu exceptionnelles. Le reportage a parlé tout à l'heure de l'aide pour l'achat ou la réparation aussi des véhicules, car effectivement les prêtres ont quelquefois des circonscriptions assez vastes dans lesquelles ils doivent intervenir. Il y a aussi la participation pour des outils audiovisuels ou informatiques. Il y a aussi le renouvellement ou l'achat d'objets liturgiques. Il y a aussi, l'œuvre intervient aussi en appui à des séminaires. D'accord, donc il y a quand même une certaine diversité d'offres. Alors justement, vous parliez du véhicule qui permet donc aux prêtres de se rendre dans ces différents clochers. C'est sans doute la principale source de dépenses des prêtres et c'est ce qu'on va voir parce que les prêtres de campagne parcourent donc plusieurs centaines de kilomètres par semaine. Une voiture coûte cher, l'essence de nos jours coûte de plus en plus cher, mais il y a donc d'autres postes de dépenses. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Frédéric Jacoblev qui est allé à la rencontre du père de Backer, c'est à Sens dans l'Yonne. En route. Pas mal. Les valises à la main, le père Thierry, la petite quarantaine, a un côté VRP de la foi. Chaque jour, il arpente un territoire de plus de 200 km de long. Chaque année, il effectue plus de 35 000 km en voiture.
Sa paroisse, c'est plus de 40 clochers, presque un diocèse, à lui tout seul. Plus que le calice ou l'encensoir, l'instrument de travail de ce prêtre en milieu rural, c'est son véhicule. Ma voiture, c'est vraiment ma compagne. Je passe beaucoup de temps dans la voiture pour aller dans les villages, pour aller dans les réunions paroissiales. C'est vraiment un outil indispensable pour un prêtre aujourd'hui. Il faut une voiture qui démarre le matin et sans trop de problèmes, quoi. Parce que bon, là, c'est l'été, ça va, tout va bien, mais l'hiver, sur les petites routes de campagne, il faut avoir un bon véhicule. Un bon véhicule. Comme tout curé qui se respecte, le père Thierry a commencé sa carrière en 2 chevaux. Une 2 chevaux financée à l'époque par l'œuvre des campagnes. Et s'il a pu changer de standing, c'est grâce à la générosité de ses paroissiens qui se sont cotisés pour lui offrir cette rutilante voiture neuve. Car s'il est une qualité nécessaire pour être curé en milieu rural, c'est de savoir utiliser les bonnes volontés. Le père Herman, par exemple, est prêtre au Burkina Faso. En vacances dans la région, il a vite été débauché. Demain, j'ai 3 fêtes patronales et je ne peux pas être aux 3 endroits différents. Je n'ai pas encore le don d'être à 3 endroits différents. Donc, Herman va assurer la messe de Saint-Louis pour cette fête patronale dans l'église de Chaumont, dans une église de village. Mais pour l'heure, c'est un baptême qui attend notre curé. Dans cette région très fortement déchristianisée, il s'agira pour le prêtre de se faire pédagogue. Cet enfant va entrer pas simplement dans un bâtiment, mais aussi dans une grande famille, la grande famille des chrétiens. Car malgré l'éloignement géographique, malgré le manque de foi, malgré les célébrations qui se succèdent à la chaîne, le père va offrir le meilleur, une façon pour lui de témoigner et surtout de faire revenir les fidèles à l'église. Voilà, on peut applaudir. Sitôt le baptême terminé, le prêtre s'éclipse. Cette fois, c'est un mariage qui l'attend. Obsèques, baptême, mariage. Pour chaque célébration, les fidèles versent une offrande. C'est ce que l'on appelle le casuel. C'est grâce au casuel que vit la paroisse. Facture d'électricité, chauffage, renouvellement du mobilier. D'ordinaire, la paroisse équilibre ses comptes. Mais pour faire face aux dépenses exceptionnelles, le prêtre peut faire appel à l'œuvre des campagnes. Ça peut être par exemple de nous aider à rénover une pièce du presbytère, par exemple. Ça peut être pour faire l'achat de nouveaux tapis, ça peut être pour faire redorer un calice, un encensoir ou des chandeliers dans des églises de village. Ça peut être aussi refaire les fauteuils de mariés. Bon, ça peut être un projet, l'achat d'un chemin de croix, par exemple. Ça, c'est des choses que l'œuvre des campagnes peut faire. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Comme chaque prêtre de France, le père Thierry reçoit une indemnité d'environ 950 €. À cela s'ajoute l'indemnité kilométrique. Ses frais, son logement sont pris en charge par le diocèse. Mais il reste les extras, les loisirs, l'alimentation ou les vacances. Pour le père Thierry, le plus difficile a été l'installation lors de son premier ministère. La première année de mon ministère, effectivement, je suis arrivé, il n'y a pratiquement pas de meubles dans la maison, vraiment un minimum, quoi. Et donc l'œuvre des campagnes m'a beaucoup aidé financièrement pour m'acheter un frigidaire, un réfrigérateur, plutôt un meuble de salle à manger, des petites choses comme ça qui améliorent le quotidien. Après le repas, direction une nouvelle église du département. Encore une fois, le père va enfiler son eau, rencontrer des fidèles, communier avec eux. Un rôle indispensable, celui de pasteur bien sûr. Mais plus encore, grâce à lui, chaque week-end, les cloches de l'église sonnent encore. Des dizaines de villages continuent à vivre. Et malgré les difficultés inhérentes à la charge, malgré la solitude, l'éloignement, le père Thierry le dit, pour rien au monde, il ne quitterait ce ministère. Alors nous venons de le voir, ça ne doit pas être très simple d'être prêtre en campagne de nos jours. Mon père, je vous voyais réagir un petit peu pendant le reportage. C'est vraiment difficile pour les prêtres en milieu rural.
C'est difficile, c'est-à-dire que dans la mesure même où on aime faire ce travail, c'est vrai que d'une certaine façon, on y trouve son bonheur et son épanouissement. Ça, c'est très, très, très important. Alors, c'est vrai que j'ai réagi un petit peu parce que si on a besoin de faire appel à l'œuvre des campagnes pour obtenir les stations d'un chemin de croix, je trouve que c'est du domaine de la paroisse. C'est du domaine des paroissiens. D'accord. De dire, votre église, elle vous appartient. Si vous tenez à avoir aussi... C'est à vous de... Ben oui, si vous tenez à avoir un chemin de croix, il faut essayer peut-être, parce que je considère que l'œuvre des campagnes, c'est surtout fait pour permettre aux prêtres d'assurer des conditions de vie qui soient humaines. Parce que ça me semble important. C'est plus la partie personnelle. Oui, un petit peu. Voilà, moi, personnellement, les extras, mais entre il a besoin de sa voiture, il n'y arrive pas, il a besoin d'avoir une cuisine aménagée. Ça, je trouve que c'est nécessaire. C'est pour l'épanouissement du prêtre et sa vie. Améliorer un petit peu la vie quotidienne du prêtre afin qu'il puisse exercer son ministère dans de meilleures conditions. Mais je comprends très bien aussi que dans les paroisses rurales comme celle-ci, qui ont très très peu de moyens, très peu de rentrées, alors forcément, il se dit, si je veux avoir une église qui soit attirante et qui soit agréable pour tout le monde, il faut aussi que je trouve les moyens de pouvoir faire face aux problèmes. Oui, c'est vrai. L'œuvre des campagnes est destinée justement à aider les prêtres isolés ou dans le besoin. C'est tout à fait plus orienté vers la personne même du prêtre, vers le soutien les besoins au prêtre. de santé, par exemple. Et on peut dire d'une façon générale que l'œuvre des campagnes, chaque année, aide plus de 1000 prêtres en France. D'accord. Donc il y a plus de 1000 prêtres qui sont aidés en France. Non seulement cette année, enfin l'année écoulée 2007, mais également les années précédentes. L'une des principales sources de dépenses, on l'a vu, c'est le véhicule. C'est un petit peu la tête de gondole, entre guillemets, de l'œuvre des campagnes. On l'entend dans le reportage, il est passé d'une 2 chevaux à une voiture peut-être un peu plus moderne. C'est c'est ce qui ressort globalement. C'est-à-dire... c'est son outil de travail. C'est son outil de travail. Il a, je crois, du diocèse, vous me direz si j'ai raison, des tant d'euros le kilomètre, mais ça sert à l'emploi du véhicule, mais pas du tout à son renouvellement. En tout cas, mal. Ou alors, il faut faire une gestion absolument dramatique. Et puis, on le voit, le nombre de kilomètres parcourus est assez incroyable avec le nombre de clochers. Et je dois reconnaître que les prêtres qui font des demandes ont vraiment tous des véhicules dans un état assez lamentable. C'est pas du tout... Et donc ça peut aller jusqu'au financement. On prend l'exemple d'un prêtre qui a un véhicule en fin de vie. Un financement total, non. Non. Ça va être une aide à l'achat d'un nouveau véhicule. Là, ce qui se produit aussi, c'est qu'en réalité, pour changer de voiture, le prêtre va faire une demande à sa banque, donc il va faire un emprunt. Oui. Puis tout d'un coup, il va se dire, mais comment je vais pouvoir rembourser mon emprunt? Et c'est là que d'une certaine façon... C'est souvent comme ça. Oui. C'est souvent comme ça. Je vous dis, c'est une question de gestion. Au bout d'un moment, la gestion paraît tellement catastrophique qu'il faut bien faire quelque chose. Et du coup, là, les bouches à oreille, un paroissien, tout ça lui indique l'existence de l'œuvre. Alors, en matière de gestion des véhicules, pour la petite histoire, on raconte que l'œuvre de campagne, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, soutenait l'achat de véhicules à 3 roues. Donc peut-être par souci d'économie, je ne sais pas. Déjà, ça pourrait revenir. Oui, avec le coût du carburant, ça pourrait revenir. Avoir des voitures électriques, pourquoi pas. Oui, alors si c'est pas indiscret, globalement, avec combien un prêtre vit par mois en campagne? Si on veut essayer de se faire une petite idée déjà de la dépense d'un véhicule, de la nourriture, etc., combien il lui reste? On peut avoir une petite idée globale. Alors là, il ne faut pas que je dise de bêtises, parce que tout prêtre reçoit de son diocèse une somme qui équivaut au SMIC. Mais il est vrai aussi que quand vous êtes curé de campagne, les frais de logement sont pris en charge par la paroisse, du moins chez nous c'est comme ça. Les frais de téléphone également. Il y a quand même des tas, si vous voulez, d'avantages aussi, parce que forcément on est logé sans avoir de loyer à payer. Là, je pense que c'est fonction des diocèses qui ont leur manière à eux un petit peu d'assurer quand même à tout prêtre une subsistance convenable.
D'accord. Eh bien, c'est vraiment difficile, pardon, mon père, à la campagne. Quelles sont les principales difficultés que rencontre le prêtre? Hormis, je dirais, l'aspect financier, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Est-ce qu'il y aurait une solitude morale? Quelle est la principale difficulté? Outre, on va mettre de côté les besoins purement financiers, les besoins matériels. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous devez rencontrer, vous, et que vous, délégués, vous avez sans doute, que vous touchez du doigt dans vos discussions? Oui, alors la principale difficulté, c'est que lorsque l'on est curé de campagne et que l'on est tout seul. Et c'est la solitude, ça c'est sûr. Je voyais encore dernièrement un prêtre jeune qui est prêtre depuis simplement 3 ans, qui me disait ce qui manque, c'est quand même la vraie fraternité entre nous, parce que on a notre travail, on se retrouve un petit peu abandonné, sans trop de relations. Alors c'est vrai que ça pèse très lourd. Les prêtres qui sont prêtres en campagne vous diront facilement j'ai fait un mariage, j'ai fait une cérémonie de profession de foi. Quand je quitte mon église et que je me retrouve tout seul chez moi, je pense à ceux qui sont en famille. Et moi, je suis tout seul à faire ma cuisine comme il l'a fait tout à l'heure lorsque tu nous as présenté le reportage. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu la grosse difficulté de se retrouver tout seul alors que la famille elle-même est heureuse de pouvoir partager un repas ensemble. Vous le ressentez dans vos discussions avec les prêtres, cette solitude ou cette petite... ça leur pèse? Parce que je suppose qu'effectivement, on le disait largement tout à l'heure, il n'y a pas de demande financière de leur part, mais peut-être qu'il y a un besoin de parler, de se confier, de rentrer un petit peu plus dans une forme de spiritualité avec vous. Oui, c'est vrai, on ressent tout à fait ça, et c'est la raison pour laquelle on pense, dans l'année qui vient, faire des démarches plus définies, plus déterminées vers les prêtres, les rencontrer, aller leur parler, passer un moment avec eux, avoir un échange, etc. Car l'œuvre des campagnes a aussi pour objet, je le disais, un soutien moral. Et ça compte aussi. Donc toute l'action de l'œuvre des campagnes est tournée vers le soutien aux prêtres et d'être à l'écoute des prêtres, non seulement soutien matériel, mais également soutien moral. Donc je pense que... Alors c'est la grande préoccupation de notre évêque, mais ce que doit être la préoccupation de tout évêque, d'inciter, d'amener les prêtres à ne pas vivre seuls et à se retrouver. Absolument, au moins... c'est ce que j'allais dire, exactement. Oui, je pense que on essaie de les réunir. Je vois dans ma paroisse, il y a 4-5 ans, il y avait un des presbytères qui était occupé par un prêtre, qui est parti, et il a été regroupé dans une autre paroisse pour être ensemble. Et pour pouvoir avoir des contacts humains, enfin, d'échanges entre eux, à défaut d'avoir une famille, si vous voulez. C'est très important. Je crois que c'est le... Est-ce que vous arrivez un petit peu à dynamiser l'association, peut-être à faire rentrer des jeunes pour ancrer quelque chose dans la durée? Oui, on essaie, c'est le but. Le but, c'est, je vous dis, c'est de faire connaître à tous les niveaux des chrétiens, donc l'œuvre des campagnes, et en particulier par ce carnet d'adresses, si j'ose dire, qui consiste à l'augmenter, à le rajeunir, de passer des parents aux enfants, comme ça, de le pérenniser en intégrant les jeunes générations. Alors, à la campagne, on a vu, il y a un éloignement géographique des paroissiens, il y a peut-être une certaine forme de solitude, mais est-ce que finalement, on n'a pas peut-être plus de fraternité qu'en ville, où finalement, dans une grande agglomération, on dit souvent dans le métro, tout le monde se croise, mais personne ne se parle. Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine forme de communauté qui peut se créer? C'est ça. Alors actuellement, c'est vraiment aussi le projet et la perspective de l'ensemble des évêques. C'est-à-dire d'amener les prêtres à vivre ensemble, au moins pour les repas en commun, pour avoir une cuisine commune, une salle à manger commune, mais à condition que chaque prêtre puisse disposer d'une certaine autonomie. Il y a la vie commune, il y a la communauté, mais il y a le respect de chacun. Imaginez par exemple que vous ayez 2 prêtres qui vivent aussi ensemble. Bon, va y en avoir un qui va aimer la musique, et l'autre va pas tellement aimer la musique. Que celui qui aime la musique puisse mettre sa musique sans déranger l'autre, assurer l'autonomie de chacun.
Ce sera un petit peu ça l'objectif de l'œuvre des campagnes dans le futur, dans les mois, dans l'année à venir, de développer, on l'a vu, c'est améliorer le quotidien de manière à ce que son ministère se déroule de manière le plus agréable, le plus efficace, si on peut dire, entre guillemets. C'est l'objectif d'origine, et ça continue d'être l'objectif maintenant, de s'attacher à la personne du prêtre. Et on parlait donc, vous parliez des prêtres qui se soutiennent entre eux moralement. Je voulais aussi parler des paroissiens qui soutiennent moralement. Oui, c'est ce qu'on va avoir peut-être plus en campagne qu'en ville. C'est ce que je pense. On avait l'habitude de dire qu'il y a un certain nombre d'années, les prêtres venaient dîner chez les paroissiens. Est-ce qu'il y a toujours un petit peu cette fraternité, on le retrouve, contact humain, voilà. Entre le paroissien d'une paroisse rurale, je le pense, parce que moi je parle de la paroisse rurale. Et alors justement, on va écouter le témoignage du père Gilles Lubineau, qui est de la paroisse Descartes, de votre diocèse, du diocèse de Tours. Ce sont des propos recueillis par Frédéric Jacobleff, et vous allez le voir, ça va dans le sens de ce qu'on était en train de dire. Les membres de l'œuvre des campagnes, en dehors du fait qu'ils soutiennent financièrement la vie des prêtres, prient pour eux, sont en communion avec eux, les portent dans la prière et les soutiennent dans leur ministère, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont aussi engagés dans la vie de l'Église et dans la vie de leur paroisse. Donc c'est pas simplement une pompe à finances, c'est aussi une manifestation de la communion des saints, la communion des croyants, et que le peuple de Dieu porte dans sa prière le ministère de ses prêtres, en particulier pour l'œuvre des campagnes des prêtres qui exercent dans le monde rural. Lorsque cette organisation a été fondée, la situation matérielle des prêtres dans les milieux ruraux était difficile. Aujourd'hui, dans la plupart du diocèse, il y a une péréquation qui fait que les prêtres, qu'ils soient en ville ou en campagne, ont à peu près le même traitement. J'aurais presque envie de dire que les prêtres à la campagne sont presque un peu plus favorisés aujourd'hui, dans la mesure où, même s'ils font beaucoup de kilomètres, et ils touchent des indemnités kilométriques qui correspondent à leurs kilomètres, et puis quand même la proximité des gens à la campagne de leurs prêtres fait que il y a facilement des dons en nature, des choses comme ça qui arrivent au presbytère. Le presbytère n'est pas une maison totalement perdue au milieu des autres, c'est encore un lieu qui est reconnu par les populations des villes et des villages du monde rural. On est proche des gens, on les connaît et on est connu et reconnu d'eux. Il y a encore dans le milieu rural, pour peu qu'on se donne la peine d'être présent aux événements de la vie des villages, une reconnaissance de la figure du pasteur comme étant pas un fonctionnaire parmi d'autres, mais quelqu'un qui est porteur d'un message, qui est porteur d'une parole, qui a sa spécificité et qui est reconnu comme tel. Quand cette parole vient toucher le cœur de ceux que nous rencontrons pour préparer des célébrations, mariage, baptême, sépulture et autres rendez-vous, eh bien c'est du grand bonheur parce que les gens découvrent que le christianisme a encore quelque chose à dire aujourd'hui de pertinent et d'intelligent qui donne sens à la vie des hommes et des femmes qui veulent bien ouvrir leur cœur au Christ. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de la difficulté des prêtres de campagne. À écouter le père Lubineau, il y a quand même une note d'espoir, une note d'optimisme, de positivisme presque. Mais tout à fait, lorsqu'il dit qu'il est bien admis par les paroissiens, ça c'est une chose importante. Alors, ce qui existe quand même aussi beaucoup, au moins dans le diocèse de Meaux, c'est le panier du curé. C'est-à-dire que chaque semaine, les paroissiens s'organisent pour que le prêtre ait de quoi se nourrir durant les jours qui vont remplir la semaine. Donc c'est le panier du curé. Et ça existe toujours. Ça existe. Ça existe un peu partout, je crois, oui. Oui. Mais ça, je crois qu'il fallait le dire, parce que quand il dit qu'à la campagne, c'est presque mieux qu'à la ville, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a des dons. Oui, il y a ça en plus. Il parlait de dons, de dons matériels. Il y a ça en plus, et non seulement c'est un apport qui permet de ne pas dépenser pour de la nourriture, mais ça aussi, ça fait partie du contact qui apporte un peu de morale, de contact, de remonter le moral de nos prêtres. Hein. Alors comment vous le jugez, le moral des prêtres? Si on devait dresser un petit baromètre, comment... Vous qui êtes en contact et qui vous envoyez plusieurs au sein du diocèse, comment vous jugez un petit peu? Là, on a vu un petit peu deux visions. On a une vision un petit peu négative du prêtre un petit peu seul, un petit peu isolé, et puis une note
d'espoir où finalement presque tout est merveilleux à la campagne. Je suppose qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Je pense que les prêtres sont habités par un enthousiasme qui est le leur, et donc je pense que là tout ça est positif. Certes, bien sûr, il y a des situations plus difficiles que d'autres. Il y a des prêtres âgés aussi qui prolongent quelquefois leur ministère longtemps, et c'est pas toujours simple pour eux. Non, les situations sont très variées d'un prêtre à l'autre. Mais c'est le côté isolement dont on parlait. Je voudrais faire observer le fait que, comme on a rassemblé les paroisses et que les messes sont moins nombreuses, mais dans des endroits plus stratégiques, si j'ose dire, on rassemble les chrétiens pratiquants, les catholiques pratiquants, on les rassemble dans 3 paroisses par dimanche sur une superficie de 15-25 paroisses, ce qui fait que chaque messe est une messe où il y a le peuple catholique. L'Église est là. L'Église n'est pas vide, il y a du monde. L'Église n'est pas vide. Ferveur, et je pense que pour les prêtres, ça a une énorme importance. Ça crée une dynamique, ça les encourage, ça crée des contacts. La sortie de la messe est un contact entre le peuple catholique et le prêtre. On ressent, mon père, il a cette proximité entre le prêtre de campagne et ses paroissiens. Oui, elle est vraiment réelle et elle est plus forte qu'en ville. Je ne sais pas si vous pouvez le juger. Moi, j'étais beaucoup en ville. Alors, il y a eu des relations très fortes aussi. Mais bon, c'est vrai qu'à la campagne, on a une relation plus directe, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît ce qui se passe, la manière dont les choses sont organisées. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que en réalité, il y a cette aide qui est apportée et qui est fonction un petit peu de la générosité des uns et des autres. Et je pense que pour le prêtre, c'est vrai aussi que faire participer à des célébrations. Moi, je suis retiré dans une petite paroisse qui n'est pas très, très, très importante. Et ils ont une messe une fois par mois. Mais ça regroupe 6 clochers. Donc les autres clochers viennent se rassembler une fois par mois dans cette église de Coubert où je suis retiré actuellement. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a tout de même aussi de la part des paroissiens des gros efforts pour que le prêtre lui-même puisse remplir un rôle où il n'a pas l'impression d'être inutile. C'est un petit peu comme l'œuvre des campagnes. Il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre les paroissiens et le prêtre, comme il y a une interaction conseillée. Et pour la messe dominicale, c'est le paroissien qui fait les kilomètres. Enfin, le prêtre aussi, naturellement. Oui. Mais enfin, les paroissiens. Mais maintenant, on fait 15 kilomètres pour aller à la messe d'une façon tout à fait normale. Ça s'est passé dans les mœurs, quoi. Alors pour nos téléspectateurs qui voudraient peut-être rejoindre l'œuvre des campagnes ou qui seraient intéressés, comment est-ce qu'on peut venir essayer de vous rejoindre, essayer de participer? Alors on a les dons, l'aide financière directe, mais pour ceux qui voudraient peut-être s'impliquer un petit peu plus concrètement au sein de l'association, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller qu'ils soient d'abord sensibles à la cause? Qu'ils soient les bienvenus, on les accueillera les bras ouverts, on commence comme ça. On peut, alors, l'adresse, le nom et l'adresse du délégué ou de la déléguée est dans le bulletin diocésain, pour commencer. Tout à fait, oui. Ensuite, moi, j'ai distribué des petits bulletins dans un certain nombre d'églises, et on continuera. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme... Mais je crois que c'est quand même une excellente idée de la part de KTO d'avoir voulu faire connaître l'œuvre des campagnes. Parce qu'il y a une confusion assez grande. L'œuvre des campagnes, c'est souvent considéré comme faisant partie de la conférence Saint-Vincent de Paul. La conférence Saint-Vincent de Paul, c'est fait pour aider ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que l'œuvre des campagnes, c'est surtout fait pour venir en aide aux prêtres qui ont des soucis financiers. Et aussi qui attendent qu'on les reconnaisse dans leur sacerdoce, dans leur propre vocation. Donc c'est très important pour vous. Non, c'est tout à fait juste, effectivement. En fait, je pense qu'il faut dire aux gens, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est quand même une très belle action en direction des prêtres qui ne prend pas forcément énormément de temps. Donc tout le monde beaucoup de gens pourraient s'engager. Et toutes les aides sont les bienvenues, finalement. Oui, moi je conclurai un peu en disant que il faut continuer à donner pour continuer à recevoir. Oui, c'est...
faire connaître. Bon, en fait, on pourrait presque dire que aider les prêtres, c'est égayer l'Église de demain. Donc pour les fidèles, pour les paroissiens, il y a un équilibre et c'est légitime. Presque. Et je reste optimiste quant à la pratique en milieu rural, la pratique religieuse en milieu rural, pour une raison qui est très pragmatique, d'abord, parce que d'abord, je l'espère, et puis nous sommes là pour être un peu des personnes qui encouragent la vocation des prêtres ou l'action des prêtres. Mais il y a une autre raison qui est plus, je dirais, laïque. C'est que on constate actuellement une immigration des villes vers les campagnes. C'est vrai qu'il y a une inversion par rapport à... Bon, il ne faut pas louper le coche. Hein. On est au partage des eaux, si vous voulez. Mais il y a quelque chose à faire dans cet esprit-là qui me laisse espérer que la pratique religieuse en milieu rural sera quelque chose qui perdurera. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer cette émission. Ce sera le mot de la fin de ce deuxième numéro du Magasos. Merci à tous, merci à tous les trois, de nous avoir fait découvrir l'œuvre des campagnes et d'avoir ainsi éclairé aussi les difficultés des prêtres en milieu rural. De votre côté, si vous souhaitez venir en aide à l'association, vous pouvez envoyer vos dons à l'œuvre des campagnes, 2 rue de la Planche, 75 007 Paris. Vous pouvez aussi appeler au 01 45 48 25 83. Voilà, bien, merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur l'antenne de KTO. KTO, une